Excellences, Monseigneur le nonce apostolique, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés qui êtes présents nombreux ce soir malgré les grèves ou qui avez fait choix de nous rejoindre en ligne. Pour la deuxième conférence de cette 92e saison de notre tribune, celle-ci a l'honneur et le plaisir de recevoir M. Emmanuel Faber. Emmanuel Faber a choisi comme titre de sa conférence « Compter ce qui compte pour réécrire le langage de l'économie ». Il sera présenté par M. Jean-Paul Servet, président de l'Autorité des services et marchés financiers en Belgique, la célèbre et parfois redoutée FSMA, ainsi que président du Conseil de l'Organisation internationale des commissions des valeurs. Avant de céder la parole à Emmanuel Faber et au président Servet, permettez-moi de vous faire part d'un changement dans la programmation de cette saison. Le lundi 12 décembre prochain, nous aurions dû recevoir comme conférencier le frère Florent Priouli, prêtre missionnaire et chirurgien de l'hôpital de Tanguieta au Bénin. Malheureusement, le frère Florent Priouli a été victime, il y a quelques jours, d'un grave accident de santé. Ceci ne lui permettra pas d'assurer sa conférence le 12 décembre et le rend indisponible pour plusieurs mois. Vous l'aurez compris, la conférence initialement prévue ce 12 décembre est annulée. Nous espérons cependant pouvoir recevoir le frère Florent au cours de la saison suivante en espérant qu'il ait d'ici là recouvré une parfaite santé. Entre-temps, pour pallier cette annulation, nous avons programmé une nouvelle conférence au cours de la présente saison. Je vous prie de bien vouloir noter à vos agendas que le lundi 13 mars à 20h30, dans cette même salle, nous recevrons Madame Delphine Horviller, femme rabbin et écrivaine. Delphine Horviller a choisi comme titre de la conférence qu'elle donnera à notre tribune une citation d'Émile Ajar. Pour se comprendre, il ne faut pas parler la même langue. Et elle m'indique qu'elle nous offrira une petite réflexion sur l'identité. Pour se comprendre, il ne faut pas parler la même langue, mais j'espère que néanmoins, vous m'aurez compris. Je vous remercie et je passe la parole au président Servet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en votre titre et qualité, cher Emmanuel, je voudrais tout d'abord remercier les grandes conférences catholiques de m'avoir proposé à cette si prestigieuse tribune bien connue de toute la Belgique francophone, cher Emmanuel, non pas de te présenter, mais, et je sais que ça ne va pas te faire plaisir parce que tu es quelqu'un de très modeste, de parler de l'homme que j'ai le plaisir, l'honneur de connaître et de côtoyer professionnellement depuis plus d'1 an. Alors, je vais peut-être décevoir certaines et certains d'entre vous, ou rassurer, puisque je serai court. Je ne vais pas détailler ton CV, aussi brillant soit-il, parce que je crois que si autant de personnes se sont dérangées un lundi soir, par temps de pluie, alors que la nuit est tombée et que nous avons droit, comme en France, de temps en temps, à une grève nationale, comme quoi la France n'est pas loin de la Belgique et pas uniquement géographiquement, je voudrais parler de la personne que je connais, mais que surtout, je crois, beaucoup d'entre vous connaissent depuis bien longtemps. Et je me permets de citer ça parce que je crois pouvoir dire que tu as un vrai fan club en Belgique, singulièrement en Belgique francophone, avec, toi qui es un alpiniste chevronné, je ne peux pas m'empêcher de dire, un effet boule de neige depuis ton merveilleux, emblématique discours que tu as prononcé, corrige-moi, en 2016, à l'attention des diplômés de la prestigieuse école de commerce HEC de Paris. C'est en fait, mesdames et messieurs, le discours que l'on aimerait toutes et tous avoir quand on sort d'une formation universitaire.
Et je dirais même, c'est surtout le discours qu'on aimerait bien, donc on devrait en fait écouter 40 ans après. Quand on n'a plus les longs cheveux qu'on avait à 16 ans, qu'on a pris un peu de poids, qu'on porte une cravate, quoique finalement je me demande si l'aspect le plus révolutionnaire à l'actuel, c'est pas de porter une cravate et d'être un peu atypique, parce que j'ai rarement vu un discours aussi fondateur. Alors bien sûr, tu as parlé de ton engagement social, mais c'est pas ça qui te distingue, parce que je ne dis pas ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anciens collègues et de collègues à toi qui ont été CEO. Je crois qu'il y a beaucoup de CEO, beaucoup de représentants du management d'entreprise en Belgique et ailleurs, qui ont un engagement social, comme toi. Mais ce qui te distingue, c'est la manière dont tu abordes certaines choses. Ce qui m'a particulièrement, je crois qu'on peut dire, bouleversé, c'est que dans ton discours à HEC, tu n'as pas parlé de ces jeunes et brillants diplômés. Un petit peu, mais pas beaucoup. Tu n'as pas beaucoup parlé de toi ou à la marche. Tu as parlé de ton cher frère, dont tu parles si bien. Et je crois que c'est assez unique. Et c'est ce qui te caractérise comme être humain, au-delà de tes fonctions professionnelles, mais aussi sociales. On sait que tu as été fort impliqué dans les dispensaires de Mère Teresa, que tu as été à Rio de Janeiro, mais pas dans le bas, mais dans le haut, dans les favelas, et que tu es très impliqué là-dedans. Mais au-delà de ça, ce qui m'a toujours impressionné chez toi, c'est ce que tu es. Et je vais peut-être me permettre d'insister brièvement là-dessus. En fait, Emmanuel Faber et moi, nous nous sommes rencontrés lorsqu'il a terminé ses activités professionnelles comme CEO, à la tête d'un groupe de 100 000 personnes dans le monde entier. Emmanuel s'est présenté à la présidence de ce qu'on appelle l'ISSB. Je vous rassure, je ne vais pas utiliser d'autres acronymes en langue anglaise aujourd'hui. L'International Sustainable Standards Board, qui est le nouvel organe qui est chargé de définir toutes les normes que devront suivre des centaines de milliers de sociétés. À Bruxelles, à la Bourse de Bruxelles, nous avons un peu moins de 200. Je veux dire centaines de milliers de sociétés qui vont expliquer comment elles vont traduire leur engagement vers un monde meilleur en termes de transition pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est tout sauf simple. C'est extrêmement technique. Il y a beaucoup d'attentes, parfois trop. Et il faut surtout pouvoir expliquer que la transition, c'est un véritable changement lourd, profond, industriel, mais surtout pouvoir expliquer ce que l'on fait à monsieur et madame tout le monde. Car c'est ça qui est fascinant dans cet exercice que Emmanuel le conduit, c'est que le point de départ, ce n'est pas des flics financiers comme moi, ce n'est pas la FSMA ou l'IOSCO que je préside avec grand plaisir depuis un mois, c'est vous, monsieur et madame, qui souhaitent investir, qui souhaitent aiguillonner leur épargne vers des projets à durabilité plus importante et qui souhaitent qu'on leur donne de l'information pour décider, en bon père ou en bonne mère de famille que vous êtes, comme on dit, en droit romain, qui est simplement, vous voulez investir plutôt dans des projets qui vous semblent plus correspondre à vos attentes. Eh bien, c'est ce que va faire, ce qu'il est en train de faire avec brio Emmanuel, et j'ai l'occasion de le rencontrer puisque l'organisation que je préside par ailleurs, indépendamment de la FSMA, qui s'appelle l'IOSCO, représente grosso modo les autorités de contrôle qui contrôlent 95% du secteur financier au niveau mondial. Et notre but est, le cas échéant, un jour, et on espère y arriver très rapidement, d'approuver les normes que Emmanuel est en train d'élaborer. Mais pour ce faire, et c'est là un scoop pour le principal intéressé, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion de son interview. Il ne le sait pas, il l'apprend maintenant. À l'époque, c'était la pandémie, tout se faisait par écran. Donc j'étais observateur, un peu comme Big Brother. Et j'ai vu arriver Emmanuel Faber, que je connaissais sur base de son CV. Et donc, cher Emmanuel, tu t'en souviens peut-être pas, et c'est ce qui te caractérise avec une autre anecdote quelques semaines après, et après je terminerai ma présentation. On t'a posé une question qui était un peu une question bateau. Pas la plus difficile pour l'ancien CEO Danone. On t'a demandé, mais comment envisagez-vous les challenges en termes de gestion d'une équipe multiculturelle? Si tu n'avais pas su répondre, c'était quand même un peu compliqué. Après ta longue expérience,
ton engagement social, à l'aune de, je dirais, la voie qu'a ouverte sous l'angle de l'engagement social et sociétal ton prédécesseur, Franck Riboud. Et ta réponse à propos de ça, comment voyez-vous la gestion de la diversité? Tu as répondu par le Yangtze. Ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Le fleuve bleu, comme on le dit. Ton expérience, puisque tu as vécu non seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Algérie et en Chine, exemple de diversité. Alors c'est vrai qu'un fleuve qui traverse toute la Chine, qui est d'ailleurs le seul fleuve au monde qui ne couvre qu'un seul pays, mais enfin il est grand, de l'ouest à l'est, 6000 km, en expliquant que le Yangtze, ça couvrait toute la multidiversité qu'on pouvait avoir, 400 millions de personnes qui vivaient dans le bassin, avec des variétés de population, mais aussi des enjeux forts, puisque l'être humain lutte pour dompter les crues depuis 4000 ans, et avec tout ce qu'on dit. Ça, j'avoue que, comme être humain, c'était une expérience unique pour moi. Et puis, quelques semaines après, tu as demandé à me voir. Alors, à vrai dire, tu aurais pu t'en passer, tu étais nommé, tu n'avais plus besoin de voir Jean-Paul Servet, c'était fait. Tu as quand même demandé à me voir, et je t'ai vu arrivé dans mon bureau à la FSMA, rue du Congrès, pas loin d'ici. Et donc là, je me suis permis de prendre l'initiative, pas nécessairement beaucoup de temps, je préfère aller directement à l'essentiel. Donc tu étais à peine assis que je t'ai dit, je précise, à la tribune des grandes conférences catholiques, moi qui ai le plaisir de donner cours à l'Université libre de Bruxelles, je lui ai dit quelque chose qui t'a peut-être étonné, je crois qu'on a eu les mêmes lectures dans nos enfances, puisqu'à un an près, on a le même âge. Et ces lectures, c'est ceci. Je me dis que je vois déjà que la grande majorité d'entre vous savent de quoi je parle, puisque nous avons à peu près la même moyenne d'âge, grosso modo, donc très 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 jeunes. Bien. Ce sont des ouvrages qui nous sont marqués. Je t'ai dit, mais je suppose qu'on a lu ça. Alors c'est un peu bateau, puisque tout le monde sait que tu es un alpiniste chevronné, et c'est le genre de livre dont tout le monde connaît le titre, mais que pas nécessairement tout le monde a lu réellement, après l'avoir reçu pour sa profession de foi ou sa première communion pour les gens brillants. Bien. Et donc, je me suis permis d'en discuter avec toi parce que, en fait, je crois que ça te correspond bien. Pas parce que tu es alpiniste, ça c'était quand même un peu téléphoné, mais parce que le premier de cordée, comme on l'oublie souvent, corrige-moi parce que je ne peux pas dire que je suis un spécialiste de l'alpinisme, bien, avec mon poids, le premier de cordée, c'est celui qui prend des risques. Mais ce n'est pas celui qui nécessairement assure quand quelqu'un tombe. Il faut quelqu'un d'autre, parfois tout en bas dans l'équipe, et qui assure que quand quelqu'un dévisse, on reprend. Mais le premier de cordée, c'est celui qui ouvre la voie, qui, comme on dit en anglais, think out of the box. Et ça, je crois que ça te caractérise, parce que tu sors de l'épure traditionnelle qu'on attend de personnes qui ont eu, ont et auront des responsabilités importantes. Tu veux réfléchir à un monde meilleur, mais en étant aussi pragmatique. Tu n'es pas dans le camp des « n'y a qu'à », c'est-à-dire il n'y a qu'à faire et tout le monde suivra et l'entreprise, l'industrie s'adaptera. Tu sais que ça prend un temps certain, un certain temps. Tu sais que c'est des processus lourds, mais tu y crois, parce que c'est une ambition noble. Et puis, tu m'as gentiment dédicacé cet ouvrage, et en arrivant au Palais des Beaux-Arts, dans cette merveilleuse salle conçue par Horta, j'ai commencé par la fin du livre. Et je suis tombé sur une citation où je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et voilà ce que tu dis, après ta nomination, dans les conditions que tu sais maintenant, de Alia SSB, en route pour la finance durable. Et tu dis ceci, qui te caractérise tellement, parce que tu es un vrai team player. Il ne s'agit pas tant, ou pas seulement, d'ouvrir la voie que de la baliser, de l'équiper pour la sécuriser et permettre la progression du plus grand nombre, de toutes celles et ceux qui voudront l'emprunter ou la poursuivre. À ce niveau-là, comme tu le soulignes si justement, pas question évidemment d'y arriver tout seul. Plus que jamais, cette voie sera une œuvre collective. Nous avons ensemble une chance historique d'apporter un changement structurel, fondamental au fonctionnement du système. Et c'est ce que les nombreuses personnes dans cette salle
vont écouter de ta part. Merci de votre attention. Merci, cher Jean-Paul, pour tous ces mots. Merci pour tout ce que tu es aussi. Merci pour ton aide aujourd'hui et ton amicale surveillance et bienveillante attention à tout ce que nous faisons. C'est très précieux. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais essayer de m'adresser à vous malgré votre nombre et merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce soir. Comme si vous étiez tout seul, comme si nous étions dans une discussion. Car au fond, c'est vraiment, je pense, chacune et chacun d'entre nous qui sommes concernés par cette question de l'économie, de la façon dont nous vivons, dans ce qui nous apparaît souvent comme étant un système, mais qui ne l'est pas. Il n'y a pas de système, il y a juste nous, et la façon dont nous vivons ensemble. Donc, merci encore de votre présence. Et Jean-Paul Servet le mentionnait, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans des pays très différents les uns des autres. J'ai vécu des réalités de l'économie très différentes. Et je voudrais puiser le début de cette conversation dans une histoire qui m'est arrivée en 2005. J'étais au Bangladesh. Nous étions en train de créer, avec Mohamed Yunus et la Grameen Bank, pionnier du microcrédit, qui n'avait pas encore le prix Nobel de la paix, ils l'ont eu l'année suivante, en 2006. On était en train d'imaginer un modèle complètement innovant d'entreprise qui soit totalement lié au tissu social, naturel de l'écosystème local, dans le but d'avoir autant d'impact que possible. Et avec une idée simple, nous ne retirerions pas de dividendes de cette affaire. Ça s'est appelé du social business. Alors il s'agissait d'un tout petit pot de yaourt, vendu 5 centimes d'euros, par des femmes qui étaient en charge de la distribution dans les villages ruraux du Bangladesh. Une toute petite usine, 100 fois plus petite que toutes celles que nous avions conçues, et un yaourt qui était indéniablement le yaourt le plus puissant au monde, puisqu'il avait été renforcé dans tous les nutriments essentiels pour lutter contre les déficiences chroniques de tous les enfants du monde rural du Bangladesh. On a pu prouver d'ailleurs, par une étude clinique ultérieure, que la consommation régulière, une fois par jour, d'un de ces petits yaourts, était déterminante en termes de non seulement de développement physique des enfants, mais également de capacité cognitive, de concentration, d'apprentissage à l'école. Autant dire, a priori, un produit miracle. Et nous voici avec Mohamed Yunus dans un village pas très loin de Dhaka, la capitale, pour présenter notre projet et essayer de comprendre comment les gens dans les villages pouvaient s'y identifier, se repérer par rapport à ça, leurs réactions. Donc Yunus, avec Laura, malgré tout qu'il avait déjà, même sans son prix Nobel, décrit tout ça, s'adresse à ces femmes qui étaient sous un toit de zinc avec des saris multicolores, magnifiques d'ailleurs, et qui attendaient sous la chaleur et qui écoutaient. Puis il me donne la parole, je dis quelques mots, mais très peu, qui sont traduits bien sûr. Et ensuite on invite aux questions. Et la première femme qui se lève est au fond, et elle dit « Bonjour, moi je m'appelle Yamina. Aujourd'hui, j'habite dans le village qui est à 3 km d'ici. Je fais mon yaourt avec le lait de ma voisine. Et elle me donne ce lait en échange du fait que je garde ses 2 enfants en bas âge pendant qu'elle est au champ avec les 2 vaches de leur famille et qu'elle travaille dans leur petite exploitation agricole. C'est des gens qui n'avaient pas de terre, donc les vaches paissaient sur les terrains herbus le long des routes. Et donc, elle continue et elle dit « Voilà comment ça se passe aujourd'hui.
Et donc, si demain, j'achète votre yaourt, je n'aurai plus besoin du lait de Yamina, et comment est-ce qu'elle va faire pour ses enfants? Et donc, sorry, mais non, je n'achèterai pas votre yaourt. À la question de Yamina, on est plus de 15 ans plus tard, j'ai toujours pas de réponse. Mais il était très clair qu'il y avait des choses qui comptaient pour elle que nous ne comptions pas dans notre projet. Ce produit miraculeux pour ses enfants, parfaitement calibré dans les coûts qui le rendaient possible à l'achat pour des populations qui n'avaient pas grand-chose, elle ne le voulait pas, car il allait modifier le lien social qu'elle avait et cette économie très très locale qu'elle vivait au quotidien avec ses voisins, sa famille, etc. En fait, au fond, Yamina vivait encore, sans doute, ce que l'économie veut dire étymologiquement, oikos nomia. Oikos, c'est l'endroit, c'est la terre, c'est le sol, c'est le lieu, c'est l'habitat, c'est le foyer. C'est l'endroit que nous partageons ensemble, sur lequel nous vivons ensemble. Et nomia, ce sont les règles que nous nous donnons pour y vivre, nos habitudes, nos modes de vie. Oikos nomia, ça démarre dans la Grèce antique, ça démarre par le foyer, le plus local possible. Et c'est ça ce qu'elle était en train d'exprimer. C'est que l'entrée d'un nouveau produit, d'un nouveau modèle, allait déstabiliser cet équilibre d'écosystème social, affectif, de liens qui existait à l'intérieur du village. Alors moi, ça fait, comme le disait rapidement Jean-Paul tout à l'heure, moi j'ai été nommé directeur financier d'une entreprise cotée quand j'avais 30 ans. J'en ai presque le double. Donc ça fait quasiment 30 ans que tous les ans, je signe les comptes d'une entreprise qui est cotée en bourse. Et quand je les signe en certifiant qu'ils sont bien l'image fidèle et sincère de la situation de l'entreprise. Mais ça ne connecte pas, puisque cette même entreprise qui propose des produits à Yamina, Yamina n'en veut pas. Ça veut donc bien dire que Yamina compte des choses que, même dans notre comptabilité très élaborée, nous ne comptons pas. Et c'est pour ça que, en face de l'impérative transition écologique et sociale, car l'une n'ira pas sans l'autre, qui est devant nous, qui s'ouvre à notre génération et celle de nos enfants, il est essentiel de compter ce qui compte, tout ce qui compte, pas seulement des choses qui comptent, tout ce qui compte, pour réécrire un langage d'économie qui soit inclusif et qui soit vraiment capable de porter une économie résiliente. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi c'est urgent? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, dans l'économie telle que nous la vivons, dans la théorie économique et dans sa pratique, les ressources naturelles n'ont pas de prix. Elles n'ont pas de coût, elles n'ont pas de valeur. Quand vous payez de l'essence à la pompe à essence ou pour la chaudière, le pétrole vaut zéro. Zéro. Ce que vous payez, ce que nous payons, ce que je paye, c'est le coût de l'exploration, le coût de la production, le coût de la transformation, de la distribution, de la vente, etc. Mais le pétrole lui-même, zéro. Il a fallu 100 millions d'années pour que la nature transforme de la matière organique en matière fossile. En 3 siècles, sans doute au maximum, peut-être plutôt 1,5, nous aurons réduit à néant cette énergie fossile qui n'est pas renouvelable, et elle n'a aucun prix, aucun, dans les modèles actuels. Ni dans le PIB, ni dans le chiffre d'affaires, ni dans vos budgets, ni dans les comptabilités des entreprises. Si on regarde les ressources renouvelables, naturelles, le sol est une ressource renouvelable. Le sol se dégrade, mais il se régénère aussi. La matière structurelle du sol, c'est le carbone. Plus l'agriculture génère du carbone, plus elle dégrade les sols. Plus les émissions de carbone à l'agriculture augmentent, aujourd'hui 18% des émissions nettes, c'est l'équivalent de la totalité des émissions industrielles, plus le sol se dégrade. L'agriculture doit remettre le carbone dans le sol, sinon demain il n'y aura plus de sol.
Aux États-Unis, 70% des sols sont dégradés. Dans le monde entier, on estime qu'on est à environ 30%. La dégradation des sols n'est nulle part dans le coût de l'alimentation. Nulle part. Alors que probablement, il faudrait que les sols soient une classe d'actifs financiers, comptables, à proprement parler. Parce que plus nous les utilisons de façon intensive pour en générer une efficacité, un coût de l'alimentation qui baisse ou des profits qui montent pour les actionnaires des entreprises agroalimentaires, plus nous dégradons les sols. On ne peut même pas d'ailleurs appliquer la fonction de dommage telle qu'elle a été en partie décidée à la COP27 sur les éléments climatiques, parce que assurer une fonction dommage sur un actif qui n'a pas de valeur, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas l'amortir, on ne peut pas le remplacer, il n'a pas de valeur. C'est la raison pour laquelle, oui, parmi les choses un peu pionnières qu'on a faites, quand je dirigeais l'entreprise dans laquelle je travaillais jusqu'à il y a 1 an et demi, nous avons décidé d'aller plus loin que la comptabilité pour compter ce qui compte. Nous avons décidé d'amputer le résultat comptable aux normes IFRS d'une charge qui représentait la totalité des émissions de carbone de Danone. Et la raison pour laquelle nous l'avons faite, c'est pour pouvoir partager avec nos actionnaires cette information, qui est que si les dividendes que nous leur versons viennent imputer le solde de ce chiffre-là, ça veut dire que l'argent qui a été confié à l'entreprise n'a pas fini son cycle d'investissement. Il n'a pas fini de régénérer les écosystèmes naturels et le sol qui permettra qu'il y ait encore de l'agriculture pour Danone dans 20 ans, 30 ans. C'est le temps qu'il faut pour régénérer un sol. Donc si nous versons des dividendes avant, nous les versons avant que cet argent ait fini son cycle complet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cet indicateur, pour que nos actionnaires puissent comprendre ce qui compte vraiment. Et quand vous êtes une entreprise agroalimentaire, ça compte vraiment, les sols. C'est fondamental pour le futur de l'entreprise. Alors, tout ça, ça fonctionne, ou ça s'est passé parce que nous avions décidé que c'était important pour nous de le faire. Mais cette urgence-là, c'est celle maintenant qui s'impose à l'ensemble de l'économie, parce que le changement climatique va radicalement modifier les avantages concurrentiels des pays et des entreprises. Radicalement. Donc il est impossible que nous fassions face à ces changements-là avec des outils aussi rudimentaires que ceux que nous avons construits dans la comptabilité d'aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle il faut qu'on bouge, c'est que, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, c'est la tragédie des horizons. C'est Mark Carney, qui à l'époque était gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, et qui a écrit ce livre sur la tragédie des horizons, où, globalement, la finance est très court-termiste, les besoins de la transition, c'est du long terme, et on n'arrive pas à réconcilier les deux. Mais il y a un autre horizon, dans lequel, aujourd'hui, la comptabilité ne tient pas vraiment compte de ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans l'espace aujourd'hui, autour de l'entreprise. Cette vision écosystémique du fait qu'une entreprise dépend de toute une chaîne de fournisseurs, dépend de toute une chaîne de distributeurs, à l'aval et en amont. Et dont nous avons découvert pendant le Covid à quel point elles étaient essentielles pour le fonctionnement des entreprises et de l'économie. Il a fallu ce stress test sur nos modèles d'organisation économique pour s'apercevoir à quel point nous étions interdépendants dans les liens économiques d'une entreprise. Et de nouveau, la comptabilité aujourd'hui regarde très très peu ce qui se passe dans les chaînes de valeur. Et c'est pourtant là que la plupart des risques et des opportunités en face de la transition écologique, climatique, sociale, c'est là qu'ils sont, ces risques. Donc il est impératif que nous résolvions cette tragédie des horizons en nous assurant de développer un langage de l'économie, une comptabilité, une nouvelle comptabilité, qui va explorer, cartographier, mesurer ce qui se passe dans ces espaces-là, qui sont en dehors de l'entreprise, et ce qui se passe non seulement dans le temps d'aujourd'hui, mais dans le temps à moyen terme et dans le temps long. C'est exactement ce que le conseil que je dirige, nous sommes 14 membres,
et plus d'une centaine de personnes désormais dans les équipes techniques, est chargé de faire par les autorités de marché financier mondial. Et donc, nous avons démarré. Pourquoi est-ce qu'il est aussi urgent de le faire? C'est parce que on parle de croissance verte, mais le découplage ne fonctionne pas. La corrélation aujourd'hui entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre reste extrêmement forte. On lit qu'en Europe, ces émissions ont baissé, aux États-Unis, elles ont baissé, c'est vrai. Mais les émissions importées ont augmenté. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons délocalisé de la production en Chine, en Asie et ailleurs, et là-bas, les émissions augmentent. Mais il y a une seule planète. On ne va pas gagner la bataille du réchauffement climatique en ayant chassé les éléments qui le génèrent de l'autre côté de la frontière. Ça ne marche pas. Donc le découplage ne fonctionne pas. Il ne fonctionne en tout cas pas du tout assez vite. Nous avons aujourd'hui 400 milliards de tonnes de carbone de budget au total avant à mettre encore dans l'atmosphère, avant que nous atteignions des situations de non-retour sur le plan des dérèglements climatiques. De non-retour sur les sujets de biodiversité, d'eau, de température, d'événements extrêmes. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ça n'est que 10 ans des émissions actuelles. 10 ans au rythme actuel, et ce sera le non-retour. Au rythme auquel la croissance verte, aujourd'hui, nous permet de réduire nos émissions globales, nous n'y arriverons pas. Donc il est indispensable d'accélérer. Alors comment on va faire? C'est là qu'il faut revenir aussi d'une certaine façon à la théorie exposée par Marc Carnet, c'est-à-dire il faut deux choses. Des politiques publiques engagées, et l'Europe est en avance de phase sur toutes les autres grandes juridictions de cette petite planète. Et il faut le relais des marchés financiers et de l'économie réelle. Aujourd'hui, le multilatéralisme, même en matière climatique, est en berne. Je ne reviens pas sur les conclusions de la COP27. Elles étaient nécessaires, mais elles sont insuffisantes. La précédente, c'était le cas aussi. Et par ailleurs, ce qui se passe aux portes de l'Europe aujourd'hui montre à quel point on est très très loin de schémas dans lesquels il y a un véritable collectif et un consensus sur la direction à prendre sur le plan économique, politique, environnemental dans le monde. Il y a une chose qui relie toutes les économies entre elles. Toutes, c'est la finance. La finance a cette capacité, cette plasticité qui lui permet d'être instantanément de Singapour à Paris, de Paris à Tokyo, de Tokyo en Chine et en Afrique. C'est son rôle d'ailleurs. Son rôle premier, la finance, c'est de réallouer les excédents de ressources et de les placer là où l'économie en a besoin. C'est pour ça que la finance doit être au service de l'économie, qui elle-même doit être au service de l'humain, et de l'humain intégré dans le vivant, et j'y reviendrai avant de conclure tout à l'heure. Donc, le rôle aujourd'hui des marchés financiers, c'est un rôle fondamental pour asseoir la possibilité que les politiques publiques qui ne sont pas globales, qui sont la plupart du temps locales, aient une portée globale. L'allié indispensable des politiques publiques en matière de transition climatique et sociale, ce sont les marchés financiers. Et c'est pourquoi ce que nous faisons collectivement, comme on l'a dit, est aujourd'hui au cœur de ces enjeux-là. Pourquoi est-ce que les marchés financiers vont regarder ça avec intérêt, au-delà des incitations que les politiques publiques vont créer? Mais la première chose, c'est que l'absence de clarté sur les risques climatiques, dont je peux vous donner quelques exemples. Quand le Rhin, tout à l'heure on parlait du Yangtze, le Rhin traverse 6 pays en Europe. Qui aurait pensé que parmi les risques liés au réchauffement climatique, l'été 2022 verrait le niveau du Rhin baisser au point que les barges qui y circulent ne peuvent plus circuler et qu'il faut décharger toutes les marchandises, les recharger sur des barges de plus petit gabarit avec un tirant d'eau inférieur, et que ça génère des délais, de l'inflation et des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Qui aurait dit qu'en 2 mois de canicule, on arrête l'économie rhénane? Qui aurait dit en France, où il y a de l'énergie nucléaire,
l'élévation de la température du Rhône, sur lequel il y a une demi-douzaine de centrales nucléaires, soit telle que les systèmes de refroidissement des centrales doivent être arrêtés et que du coup, on ne produit plus d'énergie nucléaire. Il suffit d'une canicule et on s'aperçoit de ça. Donc, nous ne sommes tout simplement pas conscients des risques systémiques sur lesquels sont construites la vie de tous les jours. On a l'impression que c'est là, quoi. C'est stable, c'est donné, c'est comme ça. On y a droit. Ben non. Il suffit de 2 mois de canicule pour s'apercevoir que ça n'est pas le cas. Et donc ça veut dire que, en effet, il y a des risques systémiques, et c'est la raison pour laquelle le Financial Stability Board, qui est cet organisme qui a été créé par le G20, après la crise des subprimes aux États-Unis en 2007-2008, et qui a vocation à surveiller la stabilité monétaire, financière, économique de l'économie globale, a pris depuis 2017 le climat dans son mandat de gestion des risques de la stabilité. Donc depuis 5 ans, les gouverneurs de banques centrales, les dirigeants des commissions de bourse dans le monde entier, des régulateurs se réunissent tous les trimestres pour évaluer des questions climatiques. Ils ont été parmi ceux qui ont demandé la création du travail que nous avons commencé, mais je voudrais simplement vous partager de façon très simple, pour que vous compreniez à quel point les choses sont en train de bouger. La Banque centrale européenne a fait faire par 34 banques, les plus grandes européennes, des tests de stress de leur portefeuille de crédit à différentes températures d'élévation du changement climatique. Peu importe les résultats, c'est quand même intéressant de savoir que c'est ça qui est en train de se passer sur les portefeuilles de crédit partout dans le monde. Mais surtout, la BCE a annoncé qu'une poignée d'entre elles n'avaient pas passé le test de façon suffisamment probante et que d'ores et déjà, là, en novembre 2022, elle avait augmenté son taux de refinancement pour ces banques précisément. Le jour où on fait ce qu'on appelle en finance du pricing du risque climat, vous avez déjà démarré cette transition. Ça y est, c'est parti. Le marché financier commence à mettre un prix sur le risque climatique. Le travail qu'on fait de création d'un langage extra-financier pour caractériser toutes ces données climat, sociales, etc., qui permettront de prendre en compte les besoins des entreprises et de prendre des décisions économiques pour la finance, pour les accompagner, tout ce travail-là va permettre de faire émerger des risques qui aujourd'hui sont inconnus, qui aujourd'hui se retrouvent dans des accidents de marché financiers et qui demain apparaîtront dans le court, moyen, long terme des entreprises, avec en même temps la description de la façon dont elles gèrent ces risques, les investissements qu'elles engagent pour le faire, les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour s'adapter à ces risques physiques de transition, ces risques sociaux liés à ces questions-là. En faisant ça, vous réduisez la volatilité du marché. Et ça ne devrait surprendre personne, en tout cas pas moi, et pourtant j'ai été surpris, du fait que les plus grands portefeuilles, les plus grands actionnaires et gestionnaires de portefeuilles du monde, BlackRock et d'autres, qui investissent essentiellement sur des indices, considèrent que ce système de langage additionnel va permettre de réduire le risque de leur portefeuille et donc au total d'assurer pour les gens qui leur ont confié de l'argent une meilleure gestion, moins risquée, des fonds qui leur sont confiés. De la même façon, j'étais au Japon en contact avec les gens de Singapour et d'autres, il y a à la COP entre autres d'ailleurs, les places d'échange financier, Stock Exchange, considèrent aujourd'hui que l'intégration et l'utilisation de nos normes futures par les entreprises qui viendront s'y coter seront un avantage concurrentiel pour elles. Parce que la liquidité, la stabilité de la cotation en bourse sur ces marchés-là sera meilleure qu'ailleurs. Donc je suis en train de vous donner des exemples du fait que la compétitivité climat, c'est déjà une réalité pour les banques, ça le sera pour les investisseurs. La capitalisation boursière, à la fois des obligations
donc de la dette et des capitaux de fonds propres, au total, c'est 400 trilliards de dollars à un instant T. Tout ça, un jour ou l'autre, dans les 3, 5, 10 ans qui viennent, s'adaptera graduellement à la prise en compte des risques et des stratégies d'adaptation au changement climatique. Pour ça, il faut qu'on crée un langage, et c'est un langage qui vient bien sûr s'adosser à la comptabilité et qui vient en même temps la bousculer quand on parle de changement de paradigme et rappeler quelques bases fondamentales de la comptabilité. Et donc, on a des discussions importantes avec des régulateurs, avec des associations d'entreprises, des fédérations d'entreprises, sur la complexité de mise en œuvre de tout ça. Mais si on se souvient bien de ce qu'est la comptabilité aujourd'hui, il y a un certain nombre de champs aveugles, de points morts, d'angles morts que nous avons sur les pratiques comptables qui vont de nouveau s'éclairer. On nous dit, oui, mais la comptabilité regarde surtout en arrière, on va regarder en avant, donc c'est plus compliqué. Non, la comptabilité regarde déjà aujourd'hui en avant. Les survaleurs dans les bilans des entreprises sont en moyenne pour les entreprises cotées 3 ou 4 fois leurs fonds propres, donc, 80% de leurs fonds propres. Et donc, ce sont des choses qui regardent déjà en avant. Nous avons l'impression, parce que nous utilisons la comptabilité depuis des années, qu'elle fournit un chiffre juste avec 3 virgules. Non, la comptabilité est pour 90% liée à des estimations. Et nous avons confiance dans la façon dont nos processus comptables et de langage économique traitent ces estimations pour savoir qu'elles donnent bien, comme je le disais tout à l'heure, une image fidèle et sincère de la situation de l'entreprise. Donc demain, on fera des estimations sur nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pas grave. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on va se tromper, mais au bout, on va apprendre. Donc c'est en fait une incroyable réinvention de la comptabilité, de revisiter les fondamentaux même de la comptabilité que nous sommes appelés à faire et à opérer dans les mois et dans les années qui viennent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et d'investisseurs s'y préparent. Un dernier point sur comment on va y arriver. Donc le premier, c'est le rôle des marchés financiers. Le deuxième, c'est ce langage. Le troisième point, c'est qu'il va falloir qu'on redéfinisse la compétitivité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le changement climatique va radicalement modifier les avantages concurrentiels. Radicalement. Ce qui paraissait évident ne le sera plus. Et donc, avoir accès à l'eau, ce sera un avantage concurrentiel. Sans doute d'être d'ailleurs plutôt en amont d'un fleuve qu'en aval sera un avantage concurrentiel. On l'a vu quand le barrage d'Assouan s'est construit au milieu du siècle dernier, à quel point ça a complètement modifié la géopolitique, bien entendu, mais aussi le climat dans la partie basse de l'Égypte, les crues du Nil, l'agriculture, l'ensemble du mode de vie. Aujourd'hui, il y a des villes qui régulièrement se retrouvent à chaque saison sèche sans eau potable. À Chennai, 6 millions d'habitants depuis 7 ou 8 ans. Il y a plusieurs semaines où il n'y a plus d'eau, zéro. Donc le changement climatique, ce n'est pas seulement un sujet global de réchauffement, c'est aussi savoir où est-ce que vous allez mettre vos usines, où est-ce que vous allez mettre vos champs. Ici, en 2021, en Belgique, une grande entreprise alimentaire française a perdu une usine dans les incidents dramatiques d'inondation et de glissement de terrain, ici en Belgique. C'est pas au Pakistan, c'est en Belgique, c'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. On sait qu'en France, on ne pourra plus faire de maïs, alors qu'on le cultive depuis presque 200 ans, au sud de la ligne La Rochelle-Valence. Ça demande beaucoup trop d'eau, c'est absolument pas suffisamment adapté au changement climatique. Il fera trop chaud, trop sec. Donc, si vous êtes fabricant de conserves de maïs, où est-ce que vous allez faire pousser votre maïs? Ça veut dire que les pays, les entreprises, les économies vont devoir lire leur avantage concurrentiel avec des lunettes différentes, des lunettes de température, des lunettes d'eau, des lunettes de sol, pour savoir
là où et comment construire de nouveaux avantages concurrentiels. Ça veut dire aussi que, comme je disais tout à l'heure, que dans la comptabilité d'aujourd'hui, on ne compte pas tout ce qui compte. Ben oui, si vous regardez les définitions utilisées par les ministères des Finances du G7 sur la compétitivité, on vous dit quoi? On vous dit la compétitivité d'un pays, c'est sa capacité à résister à la concurrence internationale et à exporter ses produits. Puis ensuite, on vous dit la compétitivité se mesure par les coûts. Eh bien, je prétends que non. En tout cas, dans le modèle de demain, ça ne sera plus seulement les coûts. Et ce ne sera sûrement pas les coûts tels qu'on les définit aujourd'hui, où nous n'intégrons aucun des paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Les coûts dans lesquels l'eau est gratuite, ça n'existera plus. Donc la compétitivité écologique et sociale, elle est possible. Elle est non seulement possible, elle est nécessaire, mais elle est possible. Elle est possible avec un langage qui l'intègre complètement et qui, finalement, rend bien compte du fait que lorsque l'Italie du Nord se spécialise sur les machines-outils et les biens d'équipement, est-ce que c'est vraiment parce que la main-d'œuvre y est moins payée qu'ailleurs? Lorsque les horlogers réussissent en Suisse, est-ce que c'est vraiment pour la même raison? Est-ce que, je sais pas, en Belgique, pourquoi les bières belges et les brasseurs sont leaders mondiaux, les familles belges, dans cette grande agrégation qui a eu lieu là de marques et d'entreprises dans ce secteur brassicole à l'échelle mondiale? Ben, c'est pas par hasard, c'est pas pour des questions de coût. Pourquoi il y a de la plasturgie dans la vallée de l'Arve, là, pas très loin de chez moi, entre Chamonix et Grenoble? C'est pas parce qu'on est moins cher que la Chine. Donc la compétitivité, c'est écosystémique. Ça repose sur des talents humains, sur des savoir-faire, sur un écosystème d'entreprises, parfois d'universités. Regardez ce qui se passe sur l'agriculture à l'université de Wageningen aux Pays-Bas. C'est extraordinaire. Il y a tout un secteur qui s'est développé autour de ça. C'est pas les coûts. Ça ne veut pas dire que les coûts sont pas importants. Les coûts, de nouveau, avec la façon très limitée dont on les mesure aujourd'hui. Mais la compétitivité, la capacité à vivre dans l'économie et à être dans une relation équilibrée de concurrence, elle dépend de beaucoup, beaucoup d'autres choses que les stricts coûts. Et nous avons pourtant accepté tous d'en revenir là, les coûts. Et c'est ce qui est écrit dans les manuels, on va dire, et dans la description qu'en donnent les ministères des Finances. Donc, cette compétitivité écologique et sociale, elle est nécessaire. Elle est nécessaire et elle va passer par deux choses, je pense. La première, c'est qu'il va falloir du capital pour cibler des stratégies d'adaptation selon les pays, selon les entreprises, autour de quelques technologies verticales, pointues, sur lesquelles on n'a plus le temps de chercher au hasard. Il va falloir les choisir et y aller. Et ça va nécessiter des capitaux, ça va nécessiter beaucoup de collectifs, du capital. C'est de l'innovation sans doute high-tech, c'est de l'hydrogène, vous pouvez tout imaginer, on ne va pas développer sur la substance ce soir. Mais de l'autre côté, il sera fondamental d'accompagner ça par de l'innovation low-tech, de l'innovation locale, des solutions au plus près de votre vie, de la mienne. Une des choses qui fonctionne le moins bien dans notre économie aujourd'hui, c'est qu'avec sa mondialisation et sa standardisation, nous sommes déconnectés de l'économie. C'est vraiment l'un des problèmes fondamentaux qu'on a aujourd'hui. Si on veut demain des économies qui soient résilientes aux crises politiques, au sujet de codépendance, au sujet du climat, il faut que nous reprenions de l'autonomie économique au niveau le plus local du terme. Revenir vers la question de Yamina. Fondamentalement, c'est ça. Faire en sorte de comprendre que ne pas mesurer ce lien social, c'est une aberration économique. Tout simplement parce qu'il n'est pas monétaire. Nous ne mesurons que ce qui est monétaire dans l'économie. Rien de l'économie informelle, comme vous le savez, qui pourtant, je sais pas, en Afrique, c'est entre 40 et 70% des PIB. Rien ne transparaît. L'entraide entre voisins est nulle part.
Et pourtant, c'est une valeur sociale inestimable. L'entraide familiale, ou les conflits familiaux d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, ne sont nulle part dans l'économie. Alors que vous savez tous comme moi, alors j'ai vraiment une famille particulière, qu'ils sont extrêmement présents dans des choix de vie, de patrimoine, d'organisation, de tout ce que vous voulez. Donc, cette transition, cette économie qui sera résiliente, elle doit passer par de l'ingénierie sociale, de l'innovation sociale, qui ne requiert pas des très très grands efforts de recherche et de développement où des gouvernements se mettent ensemble, des entreprises se mettent ensemble. C'est au plus près de la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Oikos nomia. On l'a vu pendant le Covid. En moyenne, le niveau de vie des gens n'a pas baissé autant que le PNB a baissé pendant les phases de confinement. Donc bien sûr, il y a eu les aides étatiques qui étaient là pour le faire. Mais il s'est mis en place des réseaux d'aide qui n'ont aucune trace dans la valeur échangée. Et c'est pourtant ce que Yamina dit. Yamina dit « le lien social avec ma voisine, c'est plus important pour moi que la santé que ce yaourt va apporter à mes enfants par rapport à celui que je fabrique avec son lait. » Quel est tort ou raison, c'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est qu'elle fait un choix. Elle dit c'est ça qui compte. Est-ce que vous pensez qu'elle est seule? Elle ne l'est pas du tout. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que quelqu'un dans cette situation-là soit capable de faire une telle déclaration et de prendre une telle décision. Mais si elle peut faire ce choix, tout le monde peut le faire. Et quand on regarde les grandes enquêtes dans le monde entier sur ce qui est la priorité pour les uns et les autres, il y a deux choses qui arrivent, le lien social et familial et l'argent. La dernière enquête, en moyenne, et on est d'accord que les moyennes, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est un chiffre, 41% des personnes interviewées dans une cinquantaine de pays disent « la chose la plus précieuse dans ma vie, c'est le lien social ». 41%. La plus importante, ce que je ne veux pas perdre. 30% disent l'argent. L'argent, pour moi, c'est le plus important. On leur demande de mettre ça en priorité 1, 2 ou 3. Ça veut quand même dire qu'il y a 50% de plus de gens qui pensent que le lien social, c'est plus important que l'argent. Et on voit partout qu'il y a un arbitrage, en fait. Et donc l'arbitrage de Yamina, il n'est pas absurde du tout. L'argent sert aussi à nous assurer contre la déliquescence du lien social. Dans les sociétés vernaculaires, il n'y avait pas d'argent, il y avait du troc. Il y avait d'ailleurs des économies du don et du contre-don. Il y a tout un tas d'anthropologues qui ont travaillé sur ces questions-là. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut aller retourner à cet état-là. C'est simplement pour dire qu'il y a des systèmes économiques qui fonctionnent avec autre chose que de l'argent. L'argent, c'est très très utile, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ça veut juste dire qu'on ne peut pas réfléchir une économie sans réfléchir au modèle culturel, au narratif collectif dans lequel elle vient s'insérer. Elle ne fait que servir un projet collectif, l'économie. Et c'est vrai, oikos nomia, au niveau du foyer, au niveau du village, comme c'est vrai à l'échelle de l'humanité. Et donc, pour terminer sur ce volet-là, de comment est-ce qu'on va faire, cette compétitivité que nos travaux vont servir pour les marchés financiers à permettre d'illustrer dans ces paramètres, au-delà des simples coûts comptables d'aujourd'hui, sur les raretés des ressources, sur leurs opportunités, sur le capital humain, qui, une fois qu'on le comptera autrement que comme un coût dans les comptes de résultats à cause de la masse salariale, permettra peut-être de regarder l'évaluation des entreprises différemment dans leur potentiel. Au-delà de ce travail-là, c'est vraiment la construction d'un narratif commun que nous devons faire et que, d'une certaine façon, si vous fermez les yeux et que vous écoutez ce que la génération qui arrive est en train de nous dire, c'est ça qu'ils nous disent. Le narratif qui a réuni notre génération pendant 50 ans, 60 ans, c'est un narratif dans lequel la croissance tirait les classes moyennes qui soutenaient les démocraties. Ben, on n'y est plus.
et c'est ce que nous disent nos enfants. Quel va être le narratif de demain? Qu'est-ce que nous, en tant que génération, nous allons leur proposer, leur laisser pour ce futur? Ce qui m'amène à ma troisième et dernière partie. J'ai partagé pourquoi il fallait qu'on fasse cette transition, comment on va essayer de la faire pour réécrire cette économie. Jusqu'où est-ce qu'on va la faire? La première des choses, c'est que la transition climatique va se heurter très vite à la question de la transition sociale. La justesse, pour ne pas dire la justice de cette transition. Si on le regarde à l'échelle de la planète, la COP27 a été l'occasion pour les pays africains d'expliquer leur situation. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. 3%. Les Africains d'Afrique subsaharienne émettent en moyenne 1,5 tonne ou 2 par an et par habitant, lorsque nous, ici à Bruxelles, en tout cas en Belgique, en France, en Europe, on en émet 12. Là où les Américains en émettent 25. Est-ce qu'il est juste de demander aux Africains les mêmes efforts qu'aux Américains? Et ça, ce sont les émissions d'aujourd'hui, mais il y a même une question en termes d'équité qui va plus loin, qui dit ce qui provoque le changement climatique, ce n'est pas tellement les émissions annuelles, c'est le stock global de carbone qui est là-haut, au lieu d'être dans le sol ou dans le sous-sol. Et donc ce stock global, il dépend de ce qui s'est passé depuis la révolution industrielle. Donc regardons ce que, depuis 1800, l'Angleterre a produit. Regardons ce que les États-Unis, depuis 1850, ont produit, ce que l'Europe, en 1850-1900, a produit. C'est cette somme-là qu'il faut regarder, par rapport là où en sont les pays africains, voire la Chine. La position de la Chine aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, oui, moi j'ai 18% des émissions, ou 18 millions de tonnes, milliards de tonnes, d'émissions, là où l'Europe en a 4,5 et les États-Unis en ont 6. Mais j'ai commencé il y a 30 ans, moi. Vous faites ça depuis 200 ans. C'est ce qui se passe dans les COP, concrètement. C'est cette discussion. Qui doit faire l'effort? Je n'apporte pas de solution, mais c'est simplement pour dire que cette question de l'équité de la transition, c'est elle qui bloque très vite le schéma. Donc, arriver à se mettre d'accord sur un paramètre d'équité pour dire « Ok, c'est comme ça qu'on va répartir l'effort », et puis pour ceux pour lesquels c'est plus dur, on va aider, etc., c'est fondamental. Jusqu'où on va faire cette transition aussi? Ça pose la question de, entre nous tous, là, qui habitons les mêmes pays, les mêmes oikos, on n'est quand même pas tous logés à la même enseigne. Un pays que je connais un peu mieux que d'autres, mais en France, la moyenne des émissions françaises par habitant, c'est 11 à 12 tonnes. Bon. Il y a la moitié de la population française qui est déjà en dessous de la médiane, 35 millions de personnes, qui sont à 5 tonnes par an et par habitant. C'est là où la France tout entière doit être en 2030, pour tenir les engagements de l'Europe qui a dit moins 55% d'émissions par rapport à 1990, en 2030. Donc 35 millions de Français, qui sont parmi les plus modestes dans leurs revenus et dans leur niveau de vie, sont à 5 tonnes. La moyenne est à 11-12. Donc évidemment, si vous dites à ces gens-là, écoutez, tout le monde doit diviser par 2, donc vous allez passer de 5 à 2,5, ça ne va pas bien se passer, quoi. Ça va s'arrêter assez vite, cette idée de transition. Et si vous leur dites, la bonne nouvelle, c'est qu'on va investir collectivement là, sur ces innovations dont je parlais tout à l'heure, qui nécessitent beaucoup de recherche, beaucoup de collectifs, beaucoup de capital. On va en choisir 3. Et elles vont baisser vos facteurs d'émission. Vos diesels, vous n'en aurez plus besoin. Vos passoires thermiques dans lesquelles vous habitez parce que les copropriétés sont dégradées, on les aura rénovées, on aura trouvé des solutions de mobilité douce, entre guillemets. Et donc vous pourrez continuer à bénéficier non seulement de votre mode de vie d'aujourd'hui, mais pour 5 tonnes d'émissions par an, vous pourrez peut-être avoir 30 ou 40% de niveau de vie additionnel. Puis en plus de ça, il y aura de l'innovation locale, il y aura comme il y en a en France, des projets alimentaires territoriaux. Donc vous allez être dans un lien
social, local, plus riche qu'il ne l'est aujourd'hui. Tout ça, c'est une histoire avec un futur peut-être désirable par rapport à là où on est aujourd'hui. Mais ça suppose que de l'autre côté de la limite des 50%, pour les 35 autres millions de Français, il y a un effort qui soit colossal. Parce que ça veut dire passer peut-être de 20 à 5. Et c'est là que ça va coincer, sans doute. Parce que qui décide de ça? C'est des gens qui font partie de l'élite politique, économique, sociale, et qui n'ont aucun intérêt, objectivement, à changer leur train de vie. Donc, on voit bien que la transition juste, la justesse de la transition, va être un facteur extrêmement important de notre capacité à l'opérer. Ce narratif collectif, il faut le créer, il faut qu'il soit collectif. À notre petite échelle sur les normes, on va travailler, dès qu'on a fini sur le climat dans quelques mois, sur ces questions de transition juste, de façon à ce qu'à l'échelle des entreprises, on comprenne. Quand une grande entreprise allemande, la plus grande d'automobile, dit en 2030, tous mes véhicules auront un moteur électrique, on sait qu'il y a probablement 100 000 salariés dans cette entreprise qui devront être complètement reformés à d'autres métiers. Est-ce qu'ils pourront tous l'être? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils devront trouver d'autres métiers, d'autres entreprises? C'est trop tôt pour le dire, mais il y a quand même probablement une probabilité pour que ce soit le cas. Et dans les chaînes de valeur, on sait qu'il y en a sans doute le double. Dans les fabricants de moteurs thermiques, le patron de Ford a dit aux États-Unis la semaine dernière qu'il fallait 40% de moins de main-d'œuvre pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur thermique. C'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de pièces d'assemblage, etc., etc. Toute cette révolution-là vers laquelle on va, elle va avoir des conséquences sociales. Et donc, il va falloir qu'on les traite. Et c'est ce qu'on fera, nous, de créer de la transparence sur le langage des entreprises et de la finance là-dessus. Mais les politiques publiques vont venir se greffer là-dessus et créer des incitations, parce qu'elles ne pourront pas traiter socialement la mise sur le marché du travail, entre guillemets, de 10, 15, 20% des populations actives. Donc ce jusqu'où on va pouvoir faire cette transition, c'est pour dire que la question de l'équité selon laquelle elle se fait sera un paramètre très important. Deuxième point, il y en a 3. Deuxième point sur jusqu'où on va dans cette transition, c'est au fond la question du vivant. Je l'ai dit tout à l'heure, la finance, ce que dit Jean-Paul Servet d'ailleurs, la finance, un marché financier qui fonctionne bien, c'est un bien commun pour l'humanité. Parce que c'est là que viennent se ressourcer les excédents et idéalement se placer au mieux en fonction des besoins, ces excédents pour continuer à travailler dans l'économie réelle. Pour ça, il faut qu'elle soit orientée et qu'elle ait les yeux ouverts, cette finance, sur les réalités autres que la comptabilité telle qu'on l'a définie aujourd'hui, d'où tout ce que je viens de vous dire jusque-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les hommes eux-mêmes, l'humain au service duquel doit se placer l'économie, nous sommes déconnectés du vivant. Complètement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le vivant, c'est ce que nous appelons la nature, comme si elle était séparée de nous. Le jour où on a appelé nature la nature, on a mis dans un vide existentiel 10 millions d'espèces vivantes. On les a traitées comme une ressource pure, pas comme des êtres vivants, pas comme étant partie de nous-mêmes. Toutes les bactéries là, qui vivent en nous. C'est comme si on était en dehors du vivant, comme si on pouvait aller se servir dans le vivant. Chaque fois que nous prélevons dans la biodiversité, c'est non seulement la biodiversité existante que nous perdons, mais c'est ce à quoi la magie de l'évolution des espèces pourrait mener dans leur évolution pour les dizaines de milliers d'années, les millions d'années qui viennent. Nous sommes totalement inconscients de ça. Je vais vous donner juste quelques exemples. La biodiversité cultivée. 6 espèces de plantes dans le monde aujourd'hui assurent 75% des besoins alimentaires mondiaux. Si ça, ce n'est pas un risque systémique, je ne sais pas ce que c'est. Le jour où il y a un problème, sur l'une de celles-là, c'est 20% des calories mondiales avec lesquelles on a un problème. Sur 3000 espèces de pommes de terre au Pérou, qui est l'un des pays dans lesquels la pomme de terre
une présence endémique. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 qui sont exploités pour l'exportation, essentiellement pour en faire des chips et des choses comme ça, et des frites. C'est ça la perte du vivant. Aux États-Unis, le cheptel bovin, plusieurs dizaines de millions de bestiaux. 2 études indépendantes à 2 ans d'intervalle, une par une université américaine, une autre université suédoise, ont pris des échantillons de 50 000 bêtes, quand même, c'est pas rien, dans les cheptels, pour rechercher leur diversité génétique. Vous savez combien ils ont trouvé de chromosomes masculins? Allez, 50 000, 2 fois 50 000, ça fait 100 000. Combien de chromosomes masculins dans 100 000 individus? Qui se lance, juste pour dire un chiffre? 1000? Non? Moins? 100? 10? Non? Moins? Non? 2? 2? Eh oui. Parce que dans les années 70, la sélection génétique a fait apparaître des super taureaux, inséminateurs incroyables, qui répliquaient des bestiaux qui sont exactement à la taille de ce dont l'industrie laitière et l'industrie de la viande a besoin aux États-Unis, y compris le calibrage des machines qui est juste pour ça, et hardi petit. On est 40, 50 ans après, 2 chromosomes masculins. Vous imaginez le risque systémique s'il y a un problème sur l'un des 2? C'est ça ce qu'on ne voit pas. L'absence totale de biodiversité dans notre agriculture, dans notre alimentation. Et la bonne nouvelle en face de ça, c'est que le vivant, c'est magique, on ne le contrôle pas. Et le changement climatique va nous obliger à regarder les choses différemment. Parce que les espèces que nous avons stabilisées dans un monde que nous croyions stable, elles ne peuvent pas évoluer, elles n'évoluent plus. Les espèces que nous cultivons, le blé, le maïs, le café, le cacao, tout ça, pour des raisons de sécurité alimentaire, elles doivent être stables. Vous pouvez les semer 1 fois, 2 fois, 10 fois, etc. En théorie, il n'y a pas de mutation. Mais dans la nature, les mutations, elles se passent tout le temps. Et vous savez ce qui se passe? Pour moi qui le dis, c'est la Convention pour la biodiversité des Nations Unies. Grande étude qui a été faite avec des universités et des écoles d'agriculture. Ils sont allés voir autour des champs, un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle les apparentés sauvages. Donc vous cultivez une variété dans le champ, là, puis évidemment, la limite du champ, elle ne connaît pas, quoi. Donc quand le vent souffle, hop, ça franchit le champ, puis ça va s'installer dans le champ d'à côté, dans la forêt, etc. Alors quand c'est des trucs pas sympas, c'est pas sympa, mais ça crée en tout cas des apparentés sauvages, et donc des variétés de la même espèce, mais qui ne sont pas cultivées. Et ils les ont repérées, et pour chaque espèce, il y en a à peu près une dizaine. Donc c'est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, ça constitue un laboratoire de biodiversité génétique d'espèces qui évoluent de leur côté. Plusieurs d'entre elles ont été testées, en partie une sur le cacao, au Ghana, où un des apparentés sauvages de la variété qui est cultivée partout au Ghana pour formater du cacao qui va bien dans les barres de chocolat, qui sont bien toutes les mêmes, etc., parce que c'est le plus pratique et le moins cher, et qui commence à trouver des baisses de rendement partout en Afrique tropicale parce que la température monte et que du coup les prix montent parce que les rendements baissent, donc il y a moins de quantité, et qu'il faut aller plus haut en altitude, mais quand vous allez plus haut, c'est plus difficile de cultiver, et puis par définition, une pyramide, ça a une surface moins grande au sommet qu'en bas, donc il y a moins de terrain de toute façon, donc c'est plus cher. Eh bien, une des apparentés sauvages a le même rendement que la variété cultivée aujourd'hui, avec 6 degrés de plus de température. 6 degrés de plus de température. Donc la conclusion de la Convention de la biodiversité des Nations Unies, c'est de dire, c'était il y a exactement 1 an, le plus grand laboratoire de solutions pour l'agriculture de demain, retrouver de la biodiversité, c'est la biodiversité des apparentés sauvages. Elle est dans la nature. Ça, c'est la bonne nouvelle. Juste pour terminer sur une moins bonne, mais de nouveau pour comprendre la pression dont nous sommes inconscients, que nos systèmes
crée sur le vivant. Vous prenez la biomasse, le poids de nous tous là dans cette salle, et de tous les animaux qui vivent sur la terre ferme. Nous-mêmes, mais surtout notre système alimentaire, en représente la majorité. Les bovins représentent 1/3 du poids des animaux qui vivent sur le sol ferme dans le monde. La totalité de la chaîne alimentaire humaine représente 94% du poids des animaux dans le monde. Donc si dans votre tête, comme moi, vous avez grandi en regardant des livres sur la nature et en voyant ces tigres, ces girafes, ces éléphants et tous ces animaux merveilleux, aujourd'hui, toute cette nature, alors que nous, les humains, 60% des humains vivent dans des villes, les villes représentent 2% de la surface de la planète. Donc on pourrait se dire, 98% c'est pour la nature. Dans ces 98%, il n'y a que 6% du poids total. Le reste, c'est nos aliments, c'est les animaux que nous élevons pour nous nourrir. Donc nous, petite espèce humaine, c'est ça qu'on arrive à faire comme pression sur le vivant dans le monde. Il y a plus de tigres en captivité aux États-Unis qu'en liberté dans le monde entier. C'est là qu'on en est. Donc, pardonnez-moi ce petit détour pas très réjouissant, mais si on ne prend pas conscience de ça, qu'on s'est déconnecté, on a cru pouvoir se déconnecter du vivant, il ne faut pas s'étonner que le Covid soit le Covid. Parce que c'est à peine un truc vivant, le Covid. Et il nous a quand même bigrement rattrapés, là. Donc, la reconnexion et la compréhension des mécanismes dans lesquels nous sommes insérés, pas indépendants, insérés dans le vivant, elle est fondamentale si on veut inventer des modes de vie, des économies qui soient résilientes demain. Je prends 2 perspectives. Les marchés financiers, si je vous pose la question, vous allez me dire c'est un truc qui tourne là, entre New York et, Singapour, Londres, bien sûr, place financière. Comme si c'était un système en dehors de nous, là, qui tourne tranquillement. C'est des ordinateurs, des décisions rationnelles, parce que les investisseurs, c'est des gens rationnels, ils ont des équations, tout ça, c'est des maths, il faut être ingénieur et avoir des gros ordinateurs. Ouais, c'est vrai. Mais sauf que ça ne tourne pas comme ça. C'est inséré dans le vivant. Savez-vous quoi, si je vais au bout du truc ? On a trouvé des corrélations entre la performance boursière et les cycles lunaires. Ça fait bizarre quand on dit ça. Et pourtant, de nouveau, il y a des corrélations. Mais quand vous vous dites que la Lune, quand elle passe là au passage au-dessus de nous, elle soulève de 70 cm la croûte terrestre et qu'elle fait bouger de 10 mètres les masses d'eau quand elle passe, ou de 3 selon les endroits, sur les marais, et qu'elle fait accoucher tous les mammifères, est-ce que vous croyez que les marchés financiers ils ne sont pas soumis à l'influence lunaire ? Non. Ils tournent tout seuls dans leur coin, quoi. Non, ils ne tournent pas tout seuls dans leur coin. Pour les mêmes raisons qu'il y a il y a un Monday Blues sur les marchés. Systématiquement, le rendement du marché est moins bon le lundi. Ouais, parce qu'au bout du quoi, le lundi, il y a qui ? Mais vous tous, nous tous, moi, le premier. J'ai plus le moral le vendredi soir que le lundi matin, quoi. On retourne au boulot, ouais. Mais c'est exactement pareil sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que deuxième trouvaille, après je m'arrête sur mes exemples, deuxième trouvaille, un ancien trader d'une très grande banque a décidé d'aller faire un PhD en neurosciences à Cambridge, et sa recherche, c'est les neurosciences appliquées à la finance. Bon, on savait tous déjà, ça s'appelle behavioral finance, que la finance, c'est pas très rationnel. Tous les portefeuilles belges sont bourrés d'actions belges. Ça n'a aucun sens. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a aucune chance que vous battiez le marché avec vos actions belges. Parce que les Américains font la même chose aux États-Unis et les Français la même chose en France. Pourquoi ? Mais c'est parce que c'est tonton et tata et grand-père et grand-mère qui m'ont donné ces actions et je les garde parce qu'elles sont sympas. C'est complètement absurde comme raisonnement. Et pourquoi je les garde aussi ? C'est parce que c'est les marques que je vois dans mon quotidien. Ouais, Renault, c'est une belle marque de voiture, quoi. Ils font plein de pubs à la télé, j'y crois. Puis vous êtes en Allemagne, Volkswagen, ils font plein de pubs à la télé, j'y crois. Je garde mes actions Volkswagen. C'est un biais cognitif massif. Ça n'a rien de rationnel. Il faut juste qu'on soit conscient de ça. Donc si c'est ça, le fonctionnement,
Bah, vous poussez plus loin. Lui, il est allé dans les neurosciences. Il a trouvé un truc quand même finalement assez logique. Le profil de risque pris et de volume de trading pris par un trader sur le marché dans la journée est directement corrélé à son taux de testostérone testé le matin. Eh ouais, directement. Dans les marchés financiers, il y a un truc qu'on appelle la VX, c'est la volatilité implicite du marché. C'est ce qui caractérise le fait que le marché peut bouger à tout moment dans un sens ou dans un autre. On sait la mesurer mathématiquement. Corrélation directe entre la VX du marché, la volatilité implicite, et le taux de cortisol recueilli dans l'organisme des traders ce jour-là. Est-ce que c'est étonnant? Bah, évidemment non. Situation de stress, hormones de stress, testostérone, je prends des risques, mais c'est juste des hormones. Et donc la conclusion de ce garçon, qui s'appelle John Coates, c'est de dire on peut toujours mettre des grandes régulations en place, des stop-loss, des algorithmes qui arrêtent quand ça fait plus 2, moins 1, je sais pas quoi, etc. On s'arrête une demi-heure, on redémarre après. Il dit on ferait mieux de tester les traders le matin. D'abord, mettre des femmes plutôt que des garçons. Il n'y en a que 5%, c'est les trading floors. Vous allez réduire le taux de testostérone et donc globalement, ben ouais. Donc la régulation, ça devrait être ça. Hop, petite prise de sang. Vous n'êtes pas dopé, vous venez. Vous êtes dopé, ben vous venez pas. On fait ça, on fait bien ça pour l'alcool, non? Au volant, l'alcotest, ça choque personne. Il y a plein de pays dans lesquels les conducteurs de bus, là, en Suède ou ailleurs, les pays scandinaves, ils ont un petit tuyau, ils soufflent. Puis si le tuyau est bon, le contact s'allume. Si le tuyau est pas bon, le contact s'allume pas. Mais pourquoi on le fait? Vous croyez que la finance, quand elle est entre les mains de gens testéronés, elle n'est pas plus dangereuse qu'un chauffeur sur la route? Elle a des conséquences massives. Et le Covid, on a bien fait des gestes barrières. On est bien resté à 1 mètre ou en quarantaine chez soi quand on est testé positif. Je pousse le raisonnement, c'est simplement pour dire qu'on est quand même sérieusement dans des schémas mentaux bien étroits, quoi. Parce que tout ça, c'est ça la connexion au vivant. C'est reconnaître que la finance, elle n'est pas du tout quelque part là. Elle est là. Elle est en vous, en moi, et le vivant passe au travers de ça. Dernière chose. Tout ça, ce vivant, ça ne se saisit pas, ça ne se stocke pas le vivant, ça se vit. Donc l'économie du vivant, ça ne peut pas être le capitalisme. Quand on a donné ce nom à l'économie de marché, on a fait une doctrine de quelque chose qui est un moyen. Le capital, c'est un moyen essentiel. Mais le capital est incapable d'être stocké quand c'est du vivant. Le stockage du vivant, ça n'existe pas. Le vivant, ça se reproduit. Et donc, je pense profondément que une économie du vivant est une économie qui reconnaît une chose. Tiens, je vais encore partager un truc. Toute appropriation est une expropriation du point de vue du vivant. Quand un animal traverse la route, vous voyez ces panneaux là, avec des biches. Moi, ça m'est arrivé, pas plus tard qu'il y a 2 étés, 2 cerfs magnifiques, en montagne, une route de montagne, etc., qui ont marché dans la brume à minuit, quelques pas devant ma voiture où j'étais au ralenti. Ah ouais, le panneau est intéressant, il dit « Attention, des animaux traversent la route ». Mais qu'est-ce qui se passe du point de vue du vivant? C'est la route qui traverse la forêt. C'est pas eux qui traversent la route. Donc ce que nous avons construit là, c'est juste du point de vue du vivant. Du point de vue du vivant, on a construit une expropriation. Les cerfs, ça va, ils ont ce qu'il faut pour traverser, hein, mais il y en a plein qui n'ont pas ce qu'il faut pour traverser. Quand on construit au-dessus des autoroutes, on construit des écoponts maintenant pour permettre aux animaux de passer. Ah, ça dit quand même bien ce que je suis en train de dire. Donc, depuis l'agriculture, dont je suis un fervent partisan, il y a 10 000 ans et quelques, le jour où nous sommes devenus sédentaires et qu'on a dit, ben là, je vais cultiver, du point de vue du vivant, c'est une expropriation. On ne sait pas faire autrement, hein. Je ne suis pas en train de proposer, on ne sait pas faire autrement, mais il faut être conscient de ça. Et si on veut une économie vraiment insérée dans le vivant, ça veut dire qu'il faut qu'au maximum, on limite et qu'on soit conscient de cette expropriation. C'est l'économie des communs, the commons en anglais. Plus nous serons capables de gérer
les communs, de les restaurer, c'est-à-dire des territoires de chasse, des territoires de vie ensemble, des choses que nous partageons ensemble, en fonctionnalité, plutôt que de les posséder de façon exclusive, et plus nous pourrons avoir une économie résiliente dans la dimension du vivant, et le vivant sera fondamentalement une des solutions pour adresser les transitions dont on a besoin pour demain. Et une petite conclusion. Merci de votre patience. Et nous, dans tout ça, vous avez deux façons de regarder le sujet. Soit c'est un système, et c'est dommage, il tourne et on n'y peut rien. Soit il n'y a pas de système, et on y peut tous quelque chose. Quand vous êtes dans un embouteillage, c'est quand même bien pénible le matin. Comme moi, j'ai trouvé souvent ça pénible, et je trouve très très pénible que plein de gens aient décidé de prendre leur voiture ce matin-là, des voitures vides en général, enfin juste avec une personne, peut-être deux, puis ça prend 1 heure. Et je me dis franchement, tous ces gens-là, là. Et puis il y a une autre façon de regarder, c'est que moi aussi je suis dans l'embouteillage en fait. C'est pas que je suis dans un embouteillage, je suis l'embouteillage. Je le suis. Parce que si je ne le suis pas, ils ne le sont pas non plus. C'est pas une invention quand même, cet embouteillage. Donc je suis l'embouteillage. Donc je suis le système. Je ne peux pas dire qu'il y a un embouteillage, je suis l'embouteillage. Mais de même qu'il n'y a pas de main invisible, il n'y a pas de main invisible. Il y a une main invisible qui est répartie avec une comptabilité qui est à peine... qui est très bien pour tout ce qu'on a fait jusque-là, mais dont on voit bien combien il est important de la réinventer. Elle n'est pas capable de dire ce qui est bien, ce qui est juste, la main invisible. Hein. C'est pas ça du tout qu'elle fait. Il y a juste vos mains et les miennes pour inventer l'économie de demain. Et je vais terminer en disant que on pourrait avoir le sentiment que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des forces collectives qui sont tellement importantes pour mettre ça en œuvre que c'est décourageant. Mais comme je vous l'ai dit aussi, je pense que notre entrée dans cette route-là vers l'avenir, elle est très, très fondamentalement faite par la réappropriation de notre autonomie économique à chacun et chacune, là où nous sommes, au plus près de là où nous sommes. Ce qui va faire son sens demain, ce qui va faire la résilience même de vos vies, je me permets de dire ça, de la mienne, c'est ce lien social, cette innovation économique que vous allez faire tous les jours. L'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire, l'économie locale, l'économie partagée, le co-quelque chose. C'est ça qui va faire de la résilience. C'est ça qui fait que un territoire, un pays, un continent, une Europe pourront faire émerger un narratif, une culture économique qui sera différente et qui sera éclairée par tout ce que j'ai dit avant, y compris la façon dont le climat va redéfinir tout ça, dont tous nos habitats, nos façons de vivre vont être redéfinis. Mais c'est au plus près du terrain que ça va se jouer. On ne peut pas, on ne doit pas laisser aux grandes architectures l'apanage, l'exclusivité de ces changements. Elles sont beaucoup trop imprécises, y compris ce qu'on fait nous. Donc c'est un engagement, cette réécriture du langage de l'économie, c'est surtout aussi un appel à vivre l'économie autrement. Il n'y a que les humains qui vivent, il n'y a que vous, moi, dans cette salle, ce n'est pas les systèmes. Donc c'est ça mon invitation, c'est à entrer tous de plein pied dans cette transition qui va nécessairement, et je pense que ce n'est pas au public de ces conférences que il serait surprenant que vous trouviez ça étonnant, mais on a considéré que les ressources de cette planète étaient infinies, que le vivant ne comptait pas. Si vous êtes là ce soir et si vous y êtes régulièrement, c'est parce que sans doute vous pensez autre chose. Sans doute parce que vous savez autre chose, que vous percevez autre chose. C'est-à-dire que cette construction mécanique, c'est juste une construction mentale. La réalité, elle est tout autre. C'est la vie de tous les jours. C'est le fait que nous devons tous arbitrer, nous devrons arbitrer dans une économie sous contrainte de certaines ressources entre le nécessaire, le superflu, l'essentiel,
mais l'abondance et l'augmentation infinie du patrimoine n'est sans doute de toute façon pas ce qui, je pense, nous sommes véritablement appelés à vivre si nous voulons grandir en humanité. Nous avons beaucoup plus précieux que ça à vivre ensemble. Et c'est ce que je nous souhaite tous. Merci. 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 Merci.